Je m'appelle Adrien, 31 ans. Je viens de me réveiller, groggy, sur une plage de sable blanc, entouré de débris d'un avion. Ma tête tourne et mes muscles sont douloureux, comme si j'avais traversé une épreuve titanesque. Le soleil tape fort, et le bruit des vagues est à la fois apaisant et effrayant. Avant ce crash, j'étais comptable, pas vraiment taillé pour les aventures. Mon quotidien était fait de chiffres et d'écrans d'ordinateur. Je voyageais pour assister à un séminaire, persuadé que la routine continuerait indéfiniment, quand tout a basculé. Ce décor de carte postale me semble presque ironique, sachant que je ne sais pas si je vais survivre ni si d'autres sont en vie. Je me souviens du vol, chaque détail gravé dans ma mémoire comme une plaie ouverte. Les turbulences violentes nous ont surpris après 1 heure de vol. Les masques à oxygène sont tombés, et l'alerte du pilote résonne encore dans mes oreilles. Préparez-vous à un atterrissage d'urgence. Puis ce choc brutal, ce fracas de métal et de verre. J'ai perdu connaissance sans savoir ce qui s'était passé. Maintenant, je suis seul, ou presque, avec une douleur sourde dans la poitrine. Ma famille, restée en métropole, n'a aucune idée de mon sort. Je pense à mon frère, mon complice depuis toujours, et une déchirure m'envahit à l'idée qu'il puisse croire que je suis mort. Il m'avait encouragé à partir, à sortir de ma routine. Ironie cruelle. Sur la plage, après avoir repris mes esprits, j'aperçois 2 autres rescapés, Léa, 25 ans, étudiante en biologie, et Martin, 40 ans, pilote amateur. Leurs visages sont marqués par la peur et la fatigue, mais aussi par une étincelle d'espoir. Nous formons d'emblée un petit groupe par nécessité. Léa semble avoir un objectif clair, retrouver Félix, son ami d'enfance, qui pourrait avoir survécu. Elle scrute la plage comme une détective, cherchant des indices. Martin, lui, est obsédé par l'état du carburant de l'avion, convaincu que cela pourrait nous sauver un jour. Moi, je reste pragmatique, nous devons survivre à la journée avant de penser à autre chose. La réalité s'impose rapidement, nous sommes entourés d'eau salée, et la soif commence déjà à se faire sentir. En fouillant les alentours, nous tombons sur des plantes étranges, aux couleurs vives et aux odeurs intenses. Léa, qui a des connaissances en biologie, nous prévient que ces plantes pourraient être toxiques. Rien ici ne ressemble à ce qu'on connaît, dit-elle avec un air grave. Trouver de l'eau potable et une nourriture sûre devient notre priorité absolue. Chaque heure compte, et l'angoisse monte d'un cran. Je ressens une panique sourde qui menace de m'envahir à tout moment. Mon corps me trahit, des frissons, des battements de cœur accélérés. Mais je me force à rester calme pour ne pas ajouter à la tension palpable. Tu es déjà en vie, c'est un miracle. Tu peux encore t'en sortir si tu agis, me murmurais-je comme un mantra. Je me concentre sur des tâches simples, rassembler des débris utiles, organiser nos maigres ressources, faire des plans. Ces gestes me permettent de garder la tête hors de l'eau, au moins pour l'instant. Le besoin de trouver de l'eau devient urgent. Léa propose d'explorer la jungle proche pour repérer un point d'eau douce. Martin, plus prudent, préfère fouiller la carcasse de l'avion pour évaluer ce qui peut être utilisé. Après un bref débat, je tranche. Ok, on se divise, Martin et moi, on fouille l'avion. Léa, tu restes près de la plage, mais prudente. Si tu trouves quelque chose, crie. Cette organisation semble raisonnable, bien que chaque décision nous expose à des dangers inconnus. En fouillant, des souvenirs me reviennent. Mon père, passionné de nature, m'avait enseigné quelques bases de survie. Dans notre village côtier, il m'avait appris à pêcher, à identifier des plantes comestibles. Je repense à ces paroles, la nature peut être un piège ou un allié, tout dépend de ta vigilance. Ces leçons, que je considérais inutiles à l'époque, pourraient aujourd'hui faire la différence entre la vie et la mort. Après avoir fouillé l'avion, nous avons trouvé quelques objets utiles, un briquet cassé mais réparable, des bouteilles en plastique vide et un métal pointu pouvant servir d'arme. Je décide de pousser l'exploration plus loin. On ne peut pas rester passif. Si on ne trouve pas d'eau, on est fichu avant la fin de la journée, dis-je. Martin acquiesce, tandis que Léa semble nerveuse mais déterminée. Nous nous organisons pour maximiser nos chances. J'emporte un bâton affûté comme arme sommaire, les bouteilles pour éventuellement stocker de l'eau, et le briquet que Martin a réussi à réparer. Léa trie des provisions retrouvées dans un coffre, des barres énergétiques et des sachets de fruits secs. Martin, toujours occupé avec un vieux talkie-walkie, réussit à capter un signal lointain mais brouillé. Nous avons un maigre espoir que quelqu'un puisse nous entendre. Avant de partir explorer, Léa me confie son angoisse. Félix, son ami, est quelque part sur cette île, peut être mort ou blessé. Elle veut absolument le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Martin, lui, est fixé sur un autre plan, récupérer des morceaux de l'avion pour construire un radeau. Moi,
Je suis tiraillé entre leurs priorités, mais je sais que sans eau et nourriture, aucune de ces idées n'est viable. En s'aventurant près de la jungle, je ressens un malaise grandissant. Les bruits de la forêt sont assourdissants et, parfois, étrangement silencieux. En touchant une plante au feuillage vert vif, je ressens une vive douleur sur ma main. Léa s'empresse de me dire que certaines plantes exotiques dégagent des toxines dangereuses. Mes bras commencent à me démanger violemment. Nous devons rapidement rebrousser chemin pour trouver un remède improvisé, de l'eau douce pour rincer, si seulement nous pouvions en trouver. Au détour d'un sentier, Martin tombe sur une sorte de campement abandonné. Une petite cabane de bois, faite de manière grossière, semble présenter des signes de vie ancienne. À l'intérieur, des outils rouillés et des notes griffonnées sur des morceaux de papier. L'un des messages attire notre attention, cette île n'est pas ce qu'elle semble être. Prédateur, la fin de la note est tachée de sang séché, et une atmosphère pesante s'installe parmi nous. L'esprit rempli de questions, nous retournons vers la plage. Cette note change tout, nous ne sommes pas les premiers ici, et ceux qui nous ont précédés ont peut-être affronté quelque chose de dangereux. Léa semble effrayée mais déterminée à ne pas laisser cette découverte nous paralyser. Martin, lui, perd patience et commence à réclamer un plan d'action plus concret. Nous devons renforcer notre camp et nous préparer à toute éventualité. Nous prenons la décision de rester proche de l'avion. Léa propose que chacun ait un rôle bien défini. Martin s'occupe de collecter des matériaux pour améliorer l'abri tandis que Léa et moi faisons des expéditions de plus en plus longues à la recherche d'eau potable. Nous discutons aussi de la possibilité de construire un radeau, mais la priorité reste notre survie immédiate. Lors d'une soirée autour d'un feu que nous avons enfin réussi à allumer, Léa partage des souvenirs de Félix, son ami proche. Elle évoque leur enfance, leurs rêves d'exploration et leurs liens profonds. Martin, jusque-là silencieux, se confie à son tour. Il a perdu sa femme dans un accident en mer, ce qui explique son obsession pour un radeau. Je ressens une profonde empathie pour eux, et une étrange solidarité naît entre nous. Je repense à un moment marquant de ma vie, un accident de voiture qui aurait pu me coûter la vie. Cette expérience m'avait changé, mais ici, l'angoisse est multipliée par 10. L'idée de perdre ces deux compagnons d'infortune me hante. Je sens que leur survie est devenue ma responsabilité, comme si je devais réparer une faute ancienne. Un soir, des hurlements étranges résonnent dans la jungle. Le lendemain matin, des traces de griffes profondes sont visibles près de notre camp. Martin propose de barricader l'avion tandis que Léa insiste pour explorer un autre coin de l'île à la recherche de Félix. Les tensions montent, je dois trancher, et je choisis de partir avec Léa tout en demandant à Martin de renforcer la sécurité du camp. En explorant une zone reculée, nous tombons sur une source d'eau douce, cachée derrière un amas de rochers recouverts de mousse. Alors que nous nous précipitons pour boire et remplir nos bouteilles, un félin massif surgit de la jungle. Ses yeux brillent dans l'ombre, et son grognement fait vibrer l'air autour de nous. Je brandis mon bâton affûté tandis que Léa tente de se cacher derrière un rocher. L'animal bondit, ses griffes étincelantes à la lumière du soleil. Dans un acte de pur instinct, je frappe violemment le félin, le déstabilisant suffisamment pour que nous puissions fuir. Essoufflés mais vivants, nous regagnons la plage avec de l'eau et une peur tenace gravée en nous. De retour au camp, Martin est alarmé par notre apparence échevelée et nos blessures superficielles. Nous lui racontons notre rencontre avec le félin et partageons la bonne nouvelle de la source d'eau douce. Cependant, la peur nous hante. Si cet animal est le prédateur dont parlaient les notes, d'autres pourraient rôder. Nous passons la nuit à renforcer nos barrières de fortune autour de l'épave, guettant le moindre bruit suspect. Cette expérience nous transforme. Je ressens une responsabilité accrue envers mes compagnons. Léa semble plus déterminée que jamais à retrouver Félix, et Martin commence à réaliser que la survie passe par la coopération plutôt que par l'isolement. Nous décidons de rationner l'eau et de planifier nos explorations de manière stratégique. Chaque décision semble être une question de vie ou de mort. Quelques jours plus tard, lors d'une exploration près de la source, Léa retrouve enfin Félix. Il est blessé mais vivant, caché dans une petite grotte. L'émotion est palpable tandis qu'il s'étreigne. Pendant ce temps, Martin parvient à achever la construction d'un radeau rudimentaire en utilisant des morceaux de l'épave et des troncs d'arbres. Ces accomplissements redonnent de l'espoir à tout le groupe, malgré la présence menaçante des prédateurs. Avec Félix à nos côtés et un radeau prêt, nous organisons nos journées autour de la collecte de provisions et du renforcement de notre abri. La peur des animaux sauvages reste présente, mais nous apprenons à vivre avec. Chaque soir, nous partageons nos histoires autour du feu, trouvant du réconfort dans notre unité. L'île, bien que dangereuse, devient presque familière. Un matin, alors que le soleil se lève sur la mer, nous apercevons un navire à l'horizon.
L'excitation est à son comble. Nous allumons un grand feu et agitons frénétiquement des morceaux de tissu pour attirer l'attention. Le bateau semble changer de cap, se dirigeant lentement vers nous. Ce moment symbolise une éventuelle fin à notre calvaire. Alors que le bateau approche, je note dans un carnet trouvé dans l'épave, nous avons survécu à l'impossible. Cette île nous a changés, nous a brisés, mais elle a aussi révélé une force que nous ignorions posséder. Si quelqu'un lit ces mots, sachez que l'espoir et la solidarité peuvent triompher, même dans les pires situations. Le bateau est maintenant proche, et je ressens une gratitude immense pour cette seconde chance. Nous montons à bord, laissant derrière nous l'île et ses mystères, prêts à reconstruire nos vies.